dans la nuit du 31 octobre 1501, dans les appartements privés du palais apostolique du Vatican, 50 courtisanes romaines furent contraintes de se déshabiller et de ramper nues sur le sol de marbre, ramassant des châtaignes, tandis que le pape Alexandre VI, son fils César Borgia et sa fille Lucrèce observaient depuis une estrade surélevée, buvant du vin de Chypre et comptant combien de châtaignes chaque femme ramassait. Cet événement, que les chroniqueurs appelleront plus tard le ballet des châtaignes, n'était que le début de la nuit. Ce qui se passa ensuite, documenté par le maître des cérémonies pontificales, Johannes Burchard, dans son journal secret, dépassa toutes les limites de ce que même la Rome corrompue de la Renaissance pouvait tolérer. On dit que le corps ne ment pas, et le corps de Rodrigo Borgia, qui se faisait appeler pape Alexandre VI, racontait l'histoire d'une vie dédiée non à l'ascèse et au renoncement, mais à un appétit sans limite. À 70 ans, il était obèse, son visage en permanence rougi par des décennies de consommation excessive de vin. Ses mains, qui tenaient l'hostie consacrée pendant la messe, tremblaient non de piété, mais de la syphilis avancée, contractée auprès des dizaines de maîtresses qu'il avait eues depuis son adolescence de cardinal. Il utilisait de lourds parfums de musc et d'ambre pour masquer l'odeur des plaies qui couvraient certaines parties de son corps. Cette maladie que les médecins du Vatican traitaient au mercure l'empoisonnait lentement. Pour comprendre comment un tel homme a pu accéder au siège de Saint-Pierre, il faut remonter à 1492, lorsque le conclave se réunit pour élire le successeur du pape Innocent VIII. Rodrigo Borgia était cardinal depuis 35 ans, vétéran des intrigues vaticanes qui avaient accumulé d'immenses richesses grâce à une simonie éhontée. Pourtant, il n'était pas le favori. Il était espagnol dans une ville italienne qui méprisait les étrangers. Sa vie sexuelle était un scandale public. Il avait de multiples enfants illégitimes. Mais Rodrigo comprenait une chose que ses rivaux ne saisissaient pas: tout homme a un prix. Durant les semaines précédant le conclave, des charrettes remplies d'or, d'argent et de joyaux arrivaient discrètement aux résidences des cardinaux clés. Rodrigo vidait ses coffres, hypothéquait des propriétés, promettait de futurs bénéfices ecclésiastiques. Le cardinal Ascanio Sforza reçut 4 mules chargées d'argent et la promesse du vice-chancellariat. Le cardinal Orsini reçut le château de Monticelli et la ville de Soriano. Le cardinal Colonna reçut l'abbaye de Subiaco. Un par un, Rodrigo acheta les voix. Le 11 août 1492, après seulement 2 jours de conclave, Rodrigo Borgia fut élu pape à l'unanimité. Il ne serait pas pasteur spirituel, il serait conquérant, et son champ de bataille serait la morale même de la chrétienté. Les premiers mois furent relativement conventionnels. Alexandre présidait les messes, accordait des audiences, accomplissait les fonctions cérémonielles attendues, mais lentement, méthodiquement, il commença à transformer le Vatican à son image. Sa première priorité fut de consolider le pouvoir pour sa famille, en particulier pour ses enfants. Rodrigo avait eu au moins 8 enfants illégitimes reconnus, probablement bien davantage non documentés avec plusieurs maîtresses. Les plus connus étaient issus de sa longue relation avec Vanozza dei Catanei, Juan, César, Lucrèce et Goffredo. Pour un homme ordinaire, avoir des enfants illégitimes était un scandale. Pour un pape, c'était une catastrophe théologique. Mais Alexandre n'éprouvait aucune honte. Au contraire, il plaça ses enfants à des postes de pouvoir, avec un cynisme qui horrifia même l'aristocratie romaine la plus blasée. César Borgia, son fils préféré, fut nommé cardinal à 18 ans, le plus jeune de l'histoire de l'Église à cette époque. Il n'avait aucune vocation religieuse, aucune formation théologique sérieuse, et ne faisait même pas semblant de piété. Ambitieux, brutal, peut-être psychopathe, il servira des années plus tard de modèle à Machiavel pour son prince, manuel ultime du pouvoir sans morale. Juan Borgia reçut des titres militaires et fut nommé gonfalonier de l'Église, commandant des armées pontificales. Goffredo fut marié à Sancha d'Aragon pour sceller des alliances politiques. Quant à Lucrèce, la seule fille documentée,
elle devint un pion matrimonial utilisé dans une série d'unions politiques qui scandalisèrent l'Europe. Mais attribuer des titres et du pouvoir ne suffisait pas à Alexandre. Il voulait ses enfants près de lui, intimement impliqués dans sa vie quotidienne. Et ce qui se passait lorsque César, Lucrèce et le pape se retrouvaient ensemble deviendra l'objet de rumeurs, de chroniques scandalisées et de débats historiques pendant des siècles. Les appartements pontificaux qu'Alexandre fit décorer par Pinturicchio étaient à la fois œuvres d'art et manifestes d'hédonisme. Les fresques représentaient Isis, le taureau Apis, des scènes mythologiques pleines de nus. Dans une salle privée se trouvait une fresque du Jugement de Paris, où les 3 déesses apparaissaient nues, mais avec les visages de vraies femmes de la cour papale, parfaitement identifiables pour tout visiteur. C'était de la pornographie décorative au cœur du pouvoir catholique. Les fêtes commencèrent comme des événements relativement modérés, banquets avec excès de vin et conversations grivoises. Mais progressivement, d'année en année, elles franchirent toutes les limites. Alexandre et César se disputaient ouvertement les mêmes courtisanes. Les invités commentaient comment père et fils flirtaient simultanément avec de jeunes femmes pendant les dîners, pariant sur qui la séduirait en premier. Et Lucrèce était toujours présente. La relation entre Alexandre et sa fille fut l'objet de scandales permanents. Les ambassadeurs étrangers écrivaient des lettres horrifiées décrivant comment le pape caressait Lucrèce pendant les audiences publiques, comment elle s'asseyait sur ses genoux lors de réunions officielles, comment ils partagèrent des chambres privées pendant des heures sans explication. Lorsque le premier mari de Lucrèce, Giovanni Sforza, s'enfuit de Rome craignant pour sa vie, il affirma publiquement que le pape avait annulé son mariage car il désirait sa propre fille pour lui-même. Le scandale éclata lorsque Lucrèce tomba enceinte en 1498, alors qu'elle était célibataire et vivait au Vatican sous la tutelle directe de son père. Qui était le père de l'enfant ? Lucrèce ne le révéla jamais. Alexandre publia 2 bulles papales contradictoires concernant la paternité. La première déclarait que le père était César Borgia. Cette bulle fut rapidement retirée. La seconde déclarait que le père était le pape Alexandre VI lui-même, mais en identifiant l'enfant comme fils de père incertain, né durant notre pontificat. Cette confusion volontaire alimenta les rumeurs les plus sombres. L'enfant était le produit d'un inceste, soit entre Lucrèce et son père, soit entre Lucrèce et César. Le bébé, Giovanni Borgia, fut élevé secrètement hors de Rome. Sa véritable paternité reste un mystère historique. Mais le fait que le pape ait émis des documents officiels aussi confus et contradictoires suggère quelque chose de trop honteux pour être admis, même dans la Rome des Borgia. Le ballet des châtaignes d'octobre 1501 fut l'apogée de années d'escalade dans la dépravation. Johannes Burchard, maître des cérémonies pontificales chargé de documenter les événements officiels du Vatican, consigna cette nuit dans son journal, avec la précision clinique d'un comptable faisant l'inventaire. Le 31 octobre 1501, César Borgia organisa un souper dans ses appartements du palais apostolique. Étaient présents sa sainteté, le pape Alexandre VI, Lucrèce Borgia et 50 courtisanes honorables de Rome. Après le repas, on plaça des chandeliers sur le sol et on répandit des châtaignes entre eux. Les courtisanes, entièrement nues, rampèrent à 4 pattes entre les chandeliers pour ramasser les châtaignes pendant que le pape, le duc César et Lucrèce observaient. Ensuite furent distribués des prix, robes de soie, chaussures, chapeaux, à ceux qui réussiraient à copuler le plus grand nombre de fois avec les courtisanes, jugées par les spectateurs présents. C'était une orgie organisée avec le pape comme arbitre. Burchard, obligé d'être présent en sa qualité officielle, documenta tout avec un horreur à peine dissimulée. Ce n'était pas un événement secret, dans une pièce cachée, c'était une fonction semi-publique dans les appartements pontificaux, avec serviteurs, gardes et fonctionnaires présents. Le pape de la chrétienté présidait une compétition sexuelle tandis que sa fille tenait le score. Le plus troublant n'était pas la dépravation elle-même, mais sa systématisation. Il y avait des règles, des prix, une comptabilité. C'était un tournoi sportif,
sauf que le sport était la copulation publique. Les courtisanes ne participaient ni pas volontairement, elles avaient été amenées par la ruse ou la menace. Dans la Rome renaissante, le pouvoir papal pouvait détruire des réputations, confisquer des biens, emprisonner des proches. Dire non au pape n'était pas une option réelle. Des fêtes similaires continuèrent pendant des mois. En décembre 1501, une autre orgie papale fut documentée, cette fois avec des étalons et des juments copulant sur la place devant le Vatican, tandis que le pape regardait depuis le balcon apostolique, le même balcon d'où il bénissait les foules. En mars 1502, un concours de beauté où des femmes nues étaient jugées par un panel incluant le pape, César et 3 cardinaux. Les prix comprenaient des bénéfices ecclésiastiques pour les parents mâles des gagnantes, transformant les corps féminins en monnaie d'échange pour des positions dans l'Église. Tout ce système nécessitait des complices massifs. Gardes qui escortaient les courtisanes, serviteurs qui préparaient les salles, cardinaux qui assistaient et participaient, scribes qui enregistraient sans jamais dénoncer, médecins qui soignaient les maladies vénériennes résultantes, confesseurs qui absorbaient les péchés que le pape lui-même commettait. Des centaines de personnes savaient, toutes se turent, comment dénoncer l'homme qui contrôle votre salut éternel. Pourtant, certains parlèrent. Giovanni Pico della Mirandola, humaniste et philosophe, écrivit des lettres privées décrivant le Vatican comme une caverne de voleurs et une maison de prostitution. Girolamo Savonarole, le prédicateur dominicain de Florence, dénonçait publiquement la corruption papale, appelant Alexandre VI une bête sous forme humaine. En 1497, Savonarole fut excommunié. En 1498, il fut torturé, pendu et brûlé sur la place de Florence sur ordre papal. Le message était clair, critiquer le pape, c'était mourir. La relation entre César et Lucrèce devint de plus en plus suspecte. Ils voyageaient ensemble, partageaient des résidences, écrivaient des lettres intimes qui ont survécu dans les archives. Lorsque le troisième mari de Lucrèce, Alfonso d'Aragon, fut assassiné dans des circonstances mystérieuses en 1500, les rumeurs affirmèrent que César avait ordonné le meurtre par jalousie. Alfonso avait été poignardé plusieurs fois sur les marches du Vatican et avait survécu initialement. Quelques semaines plus tard, alors qu'il se remettait sous garde, César serait entré dans sa chambre avec des assassins qui l'étranglèrent pendant que Lucrèce était retenue à l'extérieur. Aucune enquête ne fut menée. Publiquement, on déclara qu'Alfonso était mort de cause naturelle, affirmation si absurde que personne ne la crut. Le pape privilégiait sa famille avant la justice, avant la vérité, avant la décence la plus élémentaire. L'hypocrisie atteignait des niveaux cosmiques. Le même pape qui présidait des orgies publiait des bulles contre la sodomie, la fornication, l'adultère. Le même homme qui avait acheté la tiare parcimonie vendait des indulgences. Le même père qui avait peut-être engrossé sa propre fille publiait des décrets sur la sainteté du mariage. C'était du théâtre de vertu performative, tandis que, en coulisses, régnait un chaos moral absolu. Les ambassadeurs étrangers documentaient tout. L'ambassadeur vénitien écrivit « Le pape ne fait aucune distinction entre le sacré et le profane. Il vend les bénéfices ecclésiastiques en marché public, célèbre la messe en état d'ivresse, fornique ouvertement au Vatican. » L'ambassadeur florentin « César Borgia est capable de n'importe quel crime. Le pape couvre tout. Il n'y a pas de justice à Rome, seulement le pouvoir. » Ces lettres ont survécu dans les archives d'État de toute l'Europe. Témoignage diplomatique de la putréfaction du pontificat. Le système économique du Vatican sous Alexandre était tout aussi corrompu. Les bénéfices ecclésiastiques se vendaient ouvertement. Un évêché en France coûtait 30 ducats, un cardinalat 100. Alexandre créa de nombreux nouveaux postes de cardinaux, non par nécessité administrative, mais pour les vendre. C'était une pyramide spirituelle. Il achetait des votes pour devenir pape, puis vendait les futurs votes pour ses successeurs. Les fonds servaient à financer les guerres de César, les fêtes d'Alexandre, les palais de Lucrèce. Le trésor pontifical se vidait. Les indulgences étaient vendues massivement. Le message était explicite.
Tu peux acheter le pardon de n'importe quel péché si tu payes assez. C'est précisément cette pratique qu'un moine allemand nommé Martin Luther dénoncera 14 ans plus tard, déclenchant la réforme protestante qui fracturera la chrétienté. En juillet 1503, Alexandre VI et César tombèrent malades simultanément après un dîner dans une villa romaine. Les symptômes correspondaient à une grave malaria, courante à Rome en été. Mais les rumeurs immédiates parlèrent d'empoisonnement. Ironiquement, on raconte qu'ils avaient préparé du vin empoisonné pour tuer le cardinal Adriano Castellesi et s'emparer de ses richesses, mais qu'ils se seraient trompés de coupe et auraient bu leur propre poison. César survécut, quoique gravement affaibli. Alexandre, à 72 ans et déjà usé par des décennies d'excès, déclina rapidement. Pendant 6 jours, il délira sur son lit de mort, criant qu'il voyait des démons. Le 18 août 1103, il mourut. Son corps gonfla et se décomposa si vite dans la chaleur de l'été romain que les ouvriers chargés de préparer le cadavre refusaient de le toucher. On dut le pousser dans le cercueil à coups de bâton. Il n'y eut ni deuil papal, ni procession solennelle. Rome fêtait. Les gens dansaient dans les rues. Le pape le plus corrompu de l'histoire chrétienne était mort, et personne ne feignait la tristesse. Les funérailles furent pathétiques. Peu de cardinaux y assistèrent. Le corps fut enterré rapidement dans une tombe sans marque au Vatican. Des décennies plus tard, lors de la réorganisation des cryptes, les restes d'Alexandre furent transférés à l'église espagnole Santa Maria di Monserrato. À ce jour, il n'a ni tombe monumentale, ni statue, ni commémoration officielle. Le Vatican préfère faire comme s'il n'avait jamais existé. César perdit tout pouvoir en quelques semaines. Sans la protection du pape, ses ennemis le détruisirent. Arrêté, exilé, il mourut finalement au combat en Espagne en 1107, à 31 ans, oublié et méprisé. Lucrèce connut un meilleur destin. Elle épousa Alfonso d'Este, duc de Ferrare, et vécut le reste de sa vie en duchesse respectable et mécène des arts. Elle mourut en 1519, en couche, après avoir eu 8 enfants. Dans ces dernières années, elle devint très pieuse, passant des heures en prière, cherchant apparemment la rédemption pour tout ce qu'elle avait vu et peut-être participé. L'héritage d'Alexandre VI fut désastreux pour l'Église catholique. Il fournit aux réformateurs protestants une munition inépuisable. Voilà votre pape infaillible. Voilà votre vicaire du Christ. La corruption des Borgia devint l'argument central de la réforme. L'autorité morale du pontificat fut brisée pour des décennies. Mais le plus troublant dans le règne d'Alexandre ne fut ni la corruption financière, ni même les orgies. Ce fut la normalisation systématique de l'immoralité au centre même de la chrétienté. Il transforma le vice en spectacle. Il fit du pouvoir spirituel un simple pouvoir. Il démontra que même les institutions les plus sacrées peuvent être capturées par des hommes sans conscience. Les jeux de châtaigne n'étaient pas une aberration. Ils étaient la conclusion logique d'un système qui avait perdu tout lien entre l'autorité revendiquée et le comportement réel. Quand le gardien de la morale n'a plus de morale, quand le berger dévore les brebis, quand le représentant de Dieu agit comme un démon, que reste-t-il de l'institution ? Alexandre VI a démontré qu'on pouvait acheter la papauté, prostituer ses enfants, organiser des orgies au Vatican, assassiner ses ennemis, vendre le salut éternel, et quand même mourir dans son lit en pape légitime. C'était une leçon sur la fragilité de toutes les institutions humaines, aussi sacrées qu'elles prétendent l'être. Si cette histoire vous a horrifié, partagez-la, non pour le scandale, mais pour la réflexion.